À Chicago, Carter Vale était le genre d'homme que les gens avaient appris à craindre sans jamais prononcer son nom à voix haute. 37 ans, assez riche pour acheter le silence, assez impitoyable pour le garder. Et ce soir-là, même son penthouse blindé semblait inutile face aux cris rauques de son petit garçon, qui pleurait jusqu'à ce que sa petite poitrine se contractait comme s'il ne trouvait plus d'air. Les services sociaux avaient prévu une visite inopinée, et une nouvelle mention dans le dossier pouvait signifier qu'Elliot lui serait retiré. Non pas parce que Carter manquait d'argent, mais parce que son monde était entaché d'ombre. Aucun document administratif ne pouvait effacer cela. Toutes les agences de nounou donnaient la même réponse, 20 000 $ d'avance, une prime de risque pour entrer dans la maison d'un parrain de la mafia. Et Carter l'aurait payé sans sourciller si cela ne lui avait pas donné l'impression d'acheter alors les soins d'une inconnue. Puis Belle Mercer était apparue, 27 ans, épuisée par les foyers d'accueil, les gardes de nuit et les avis d'expulsion. Une femme qui avait appris à survivre en gardant une voix calme alors que tout en elle tremblait. Et quand elle avait vu la panique d'Elliot, elle n'a pas demandé les 20 000 $. Elle n'a rien demandé du tout. Elle l'a simplement serré contre elle et a fredonné une vieille berceuse douce qui ressemblait à quelqu'un promettant à l'obscurité qu'elle ne gagnerait pas ce soir. Les pleurs d'Elliot se sont transformés en un souffle, puis en un silence. Et le regard froid de Carter a vacillé pour la première fois depuis des mois. Car le miracle n'était pas qu'elle ait calmé son fils, c'était qu'elle l'ait fait gratuitement. Et dans le monde de Carter Vale, rien n'était gratuit sans un prix à payer dans l'ombre. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec quelqu'un qui aime les rebondissements émotionnels intenses. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain chapitre. Votre soutien nous aide à vous proposer de nouvelles histoires chaque jour. Et tandis que Carter regardait les mains de Belle stabiliser son enfant, il ne savait pas si elle venait de lui sauver la vie ou si elle venait de se lancer dans une tempête qui ne faisait que commencer. Lorsque les pleurs de d'Elliot se sont estompés pour laisser place à un rare moment de calme, le penthouse blindé a semblé respirer à nouveau. Mais Carter Vale ne s'est pas laissé bercer par cette illusion. Il se tenait droit dans le vaste salon froid, les yeux toujours fixés sur Belle Mercer, comme un homme regarde une nouvelle variable qui vient d'apparaître dans l'équation de vie ou de mort qu'il résout seul. Puis il donna des ordres à l'équipe de sécurité d'une voix basse et sèche. Les caméras devaient garder leurs angles. Le couloir devait être verrouillé avec un nouveau code. L'ascenseur privé ne fonctionnerait que lorsqu'il l'autoriserait. Toutes les personnes présentes dans la maison devaient enregistrer leurs entrées et sorties sur une liste. Et absolument personne ne devait toucher son fils sans raison valable. Belle entendit chaque phrase comme on entend des barreaux de fer glisser dans leur serrure. Elle n'était pas surprise par la cruauté d'un homme comme lui. Elle comprit simplement, en un instant, que cet endroit n'était pas un foyer. C'était une forteresse où les gens étaient autorisés à exister sous certaines conditions et où elle n'avait pas le droit d'être mal comprise. Carter appela un assistant pour qu'il apporte un badge temporaire et un exemplaire imprimé du règlement. Sa voix ne s'adoucit pas lorsqu'il lui dit qu'elle resterait ici jusqu'à la fin de l'enquête du DCFS, non pas parce qu'il lui faisait confiance, mais parce qu'Elliot l'avait choisi en se calmant dans ses bras. Belle ne regardait plus le décor luxueux. Elle observait la petite poitrine qui se soulevait et s'abaissait de manière plus régulière, puis elle leva les yeux. Sa voix resta calme, comme celle de quelqu'un habitué à vivre dans des pièces où l'on peut être expulsé à tout moment. Elle dit qu'elle resterait temporairement si cela aidait le garçon à se stabiliser, mais qu'elle avait besoin d'une chose minimale pour sa propre sécurité. Un document écrit confirmant qu'elle avait le droit de partir à tout moment, sans condition, sans être retenue, sans menace, sans être transformée en quelqu'un endetté simplement parce qu'elle avait fait une bonne action. La pièce est restée silencieuse pendant un instant. Quelques yeux de sécurité se sont détournés d'elle pour se poser sur Carter, comme s'ils attendaient de voir si elle venait de signer sa propre condamnation ou si elle avait bafoué la fierté d'un parrain de la mafia. Mais Carter s'est contenté de la regarder plus longuement, comme s'il évaluait si ce refus obstiné de supplier était réel ou s'il s'agissait simplement d'une autre mise en scène. Puis, il fit un léger signe de tête, indiquant que l'avocat interne devait être appelé le soir même. Le document serait rédigé exactement comme elle l'avait dit, et il le signerait parce qu'il détestait négocier. Mais il détestait encore plus l'idée de vivre dans le chaos, où son fils pourrait lui être enlevé à cause d'une lacune juridique. Belle prit le badge temporaire comme une clé qui ne lui appartenait pas. Elle ne le remercia pas. Elle demanda seulement où elle pouvait se laver les mains et où étaient rangés les biberons, puis retourna auprès d'Elliot
en gardant suffisamment de distance pour ne pas toucher Carter, mais suffisamment près pour que le garçon voie qu'elle était toujours là. Et tandis que les lumières de Chicago scintillaient derrière l'épaisse vitre, Carter se tenait derrière eux et réalisait que la chose la plus effrayante n'était pas un ennemi armé quelque part là-bas. C'était qu'il venait d'accepter de mettre par écrit quelque chose qu'il n'avait jamais donné à personne. La liberté de le quitter sans en payer le prix. Les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent vers minuit, sans faire le moindre bruit. Seul le bruit des talons sur la pierre rappelait que le pouvoir dans cette maison n'appartenait pas uniquement à Carter Vale. Margot Vale sortit, vêtue d'une cape sombre, parfaitement ajustée sur ses épaules, les cheveux lissés en arrière comme si elle ne laissait jamais passer un seul jour sans contrôle. Son regard balaya l'équipe de sécurité avant de s'arrêter immédiatement sur Belle Mercer, assise à côté du berceau portable, la main posée légèrement sur le rebord comme une limite qu'elle s'était fixée, afin que personne ne puisse dire qu'elle avait dépassé les bornes. Margot ne demanda pas qui avait donné son autorisation. Elle se contenta de regarder Carter une fois, d'un regard aussi tranchant et froid qu'une lame fine, puis dit d'une voix aristocratique, celle de quelqu'un habitué à donner des ordres dans des pièces où les gens restaient silencieux et obéissaient, que ce n'était pas un endroit où des filles sans nom pouvaient trouver refuge, surtout alors que les services sociaux flairaient déjà des problèmes, et qu'elle n'accepterait pas qu'une étrangère tienne son petit-fils dans la forteresse du voile comme si elle était chez elle. Carter n'éleva pas la voix. Il se tenait simplement au milieu de la pièce, toujours vêtu des mêmes habits, les yeux ne laissant transparaître que de l'épuisement, tenu en laisse, et il répondit qu'Elliot avait besoin de stabilité, pas d'honneur social, et qu'il ne remplacerait pas la personne qui s'occupait de lui juste pour faire plaisir à quelqu'un, même à sa mère. Margot marqua une pause, non par peur, mais parce qu'elle réalisait que dans cette maison, ce qui pouvait faire céder Carter n'était plus l'argent ou l'autorité. C'était un petit souffle dormant paisiblement. Elle regarda Elliot et vit la poitrine du bébé se soulever et s'abaisser de manière plus régulière. À cet instant, la douleur d'avoir perdu sa belle-fille sembla passer dans son regard avant qu'elle ne reprenne le contrôle. Elle se tourna vers Belle et lui dit qu'elle pouvait rester pour l'instant si Carter voulait s'attirer des ennuis. Mais elle ne laisserait pas l'avenir d'Elliot entre les mains de quelqu'un sans dossier, sans vérification, sans rien d'autre qu'une berceuse. Belle ne discuta pas. Elle se contenta de la regarder dans les yeux, d'une voix toujours basse et claire, et lui dit qu'elle était là parce que le bébé avait besoin de quelqu'un de constant et qu'elle avait demandé des papiers pour que tout soit transparent. Elle n'était pas venue supplier pour obtenir une place. Margot esquissa un sourire très léger, un sourire sans chaleur, puis se détourna comme si la conversation était terminée. Mais alors que Carter pensait qu'elle allait se retirer, elle sortit simplement son téléphone et envoya un court message à son assistant, lui demandant de trouver pour le lendemain matin une nounou dûment documentée, prête à passer un entretien dans l'appartement terrasse, quelqu'un avec un certificat, un casier vierge, des références et la capacité de s'occuper d'un nouveau-né dans les règles de l'art. Et juste après cela, elle passa un autre appel. Baissant la voix à un niveau que seul Carter pouvait entendre, elle dit à Miles Keating de commencer immédiatement ce soir-là. Elle voulait savoir qui était Belle Mercer, où elle avait vécu, dans quoi elle avait été impliquée, quelle trace elle avait laissée dans les archives où les pauvres gens sont si souvent engloutis. Car si cette fille était vraiment innocente, Margot serait en mesure de le prouver. Et si la fille avait le moindre point faible, Margot s'en servirait comme point de rupture pour ramener Elliot à ses côtés avant que les services sociaux ne puissent mettre la main sur cette porte. Carter entendit le nom de Miles Keating et ses yeux s'assombrirent, non pas par surprise, mais parce qu'il savait que sa mère menait des guerres sans armes. Et il savait aussi que Belle n'avait pour seule armure que la vérité. Et dans cette ville, la vérité était parfois la chose la plus facile à déformer. Le lendemain matin, alors que la lumière de Chicago était encore grise et froide contre des vitres épaisses, le penthouse avait été aménagé comme une salle d'entretien sans plaque nominative. Margot Vale était assise bien droite dans un fauteuil, telle une reine dans son propre domaine. Carter Vale se tenait près de la fenêtre avec une tasse de café refroidi, et Belle Mercer restait près du parc d'Elliot, à une distance suffisante pour ne pas être considérée comme prenant la place de quelqu'un, mais assez proche pour que le bébé puisse la voir lorsqu'il ouvrait les yeux. L'ascenseur privé sonna une fois, puis Veronica Sloane sortit, tel un CV ambulant, les cheveux relevés en un chignon soigné, vêtue d'un blazer crème, un parfum propre et discret, et un épais dossier dans les mains contenant des certificats de soins au nouveau-né, des documents de vérification des antécédents,
des lettres de recommandation et même une liste de cours qui apaisa Margot dès qu'elle la vit, car elle reflétait exactement le langage auquel elle faisait confiance. Cet ordre devait être estampillé et encadré. Veronica salua Margot avec une déférence irréprochable, salua Carter d'un regard soigneusement modéré, comme si elle savait qu'il ne fallait pas regarder trop longtemps un homme puissant, puis se tourna vers Belle avec un sourire poli, au contour net, le genre de sourire qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas à votre place dans cette pièce. Elle commença sa présentation d'une voix claire, avec une terminologie parfaite, parlant des horaires de sommeil guidés par le rythme circadien, des protocoles apaisants, les principes de sécurité, comme si elle récitait un manuel qu'elle avait mémorisé. Et quand Elliot s'agita, mal à l'aise, Veronica s'approcha immédiatement, les mains gantées de gants fins comme dans une crèche, se penchant avec une voix douce presque trop précise, essayant de le soulever avec la bonne technique. Mais le corps d'Elliot se raidit, ses yeux s'écarquillèrent et un cri aigu et strident jaillit, comme s'il était acculé. Plus elle l'apaisait, plus il paniquait, agitant ses petites mains à la recherche de quelque chose de familier dans l'air. Margot fronça les sourcils, comme si le bébé compliquait la tâche d'une professionnelle compétente, et Veronica garda son sourire figé, intensifia ses efforts pour l'apaiser, le berçant légèrement, prononçant les phrases appropriées tirées du livre. Mais chaque phrase semblait ajouter une couche supplémentaire de stimulation qui faisait sursauter Elliot encore plus fort. Sa respiration s'accéléra, son visage rougit, ses pleurs se transformèrent en sanglots étouffés. Belle ne se précipita pas immédiatement. Elle regarda d'abord Carter, comme pour lui demander un signe, car elle comprenait que chaque mouvement dans cette pièce pouvait être interprété comme un crime. Et ce n'est que lorsque Carter eut légèrement hoché la tête qu'elle s'avança, sans se précipiter, plaçant simplement ses mains près d'Elliot, baissant la voix jusqu'à ce qu'elle ne soit presque plus qu'un souffle, réduisant le contact visuel, réduisant le bruit, réduisant les mouvements, créant un petit havre de calme au milieu du chaos. Elle ne prononça pas de longues phrases. Elle se contenta de répéter le nom du bébé à un rythme régulier, laissant chaque syllabe agir comme une encre, puis elle serra Elliot contre sa poitrine dans une étreinte protectrice. Pas de secousse, pas de précipitation, seulement une pression douce et stable pour que son corps se sente en sécurité. Une main soutenait l'arrière de sa tête, l'autre protégeait une partie de la lumière, et elle se mit à fredonner la vieille berceuse qui avait apaisé Elliot la nuit dernière. Cette fois-ci, plus doucement, plus lentement, comme si elle rappelait à son corps qu'il était capable de respirer. Les pleurs ne cessèrent pas immédiatement, mais ils perdirent leur intensité, se transformèrent en respiration saccadée, puis reprirent. La poitrine du bébé cessa de se soulever autant. Ses épaules se détendirent. Sa main trouva le bord de la chemise de Belle et s'y agrippa comme à une dernière bouée de sauvetage. Veronica se tenait à côté d'eux, toujours calme, toujours professionnelle. Mais ses yeux s'assombrirent un instant, car ce n'était pas un moment qui pouvait être inscrit dans un CV. Et Margot observait la scène avec un sentiment à la fois d'irritation et de trouble, car cela ébranlait sa conviction que le contrôle exercé par la procédure l'emportait toujours. Carter ne dit rien. Il se contenta d'observer la façon dont Belle n'essayait pas de prouver ses compétences. Elle restait simplement présente, tel un mur chaleureux contre le vent. Et dans ce silence, il prit conscience d'une différence qu'il avait toujours essayé de nier. Le contrôle pouvait forcer les gens à se taire, mais seule la présence pouvait amener un enfant à choisir de se calmer. Et cela l'effraya d'une manière nouvelle. Car si Elliot avait vraiment besoin de Belle, alors tout dans cette maison, du pouvoir de Margot à sa propre discipline, devrait faire place à une femme qui n'appartenait pas à leur monde. Après l'échec du procès de Veronica Sloan, le penthouse retrouva son rythme familier et modéré. Margot Vale se retira dans son bureau avec une froideur blessée. Veronica fut invitée à s'asseoir et à attendre comme une option qui n'était pas encore morte. Et Carter Vale garda Belle Mercé dans la grande cuisine, lumineuse et froide, où tout était si brillant qu'il pouvait refléter même les choses que les gens ne voulaient pas dire à voix haute. Il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il ne la remercia pas. Il commença par des questions aussi tranchantes que des couteaux. Que savait-elle du DCFS? Depuis combien de temps s'occupait-elle d'enfants? Avait-elle un casier judiciaire? Avait-elle quelqu'un qui attendait pour vendre cette histoire? Et pourquoi le faisait-elle gratuitement, alors que tout le monde exigeait 20 000 $ rien que pour entrer dans sa maison? Belle ne broncha pas, mais elle sentait clairement que c'était la partie qu'un homme comme Carter avait toujours jugée nécessaire. Il ne croyait pas au miracle, il croyait aux motivations, et s'il n'en trouvait pas,
Il en inventait une pour ne pas avoir à avoir peur. Elle se lava les mains, les sécha lentement, puis répondit à chaque question d'une voix calme, sans s'énerver ni s'abaisser. Elle espérait que les services sociaux examineraient la stabilité et la personne qui s'occupait de l'enfant. Ils poseraient des questions sur les routines, les dossiers médicaux, un plan de sécurité. Elle n'avait aucun antécédent, rien à cacher. Elle n'avait également personne à appeler si elle était expulsée ce soir-là, car elle avait grandi dans des familles d'accueil et avait appris à vivre sans compter sur un numéro de téléphone sûr. Elle a dit qu'elle avait travaillé de nuit dans un restaurant, nettoyé des chambres d'hôtel et gardé des enfants à l'heure lorsque quelqu'un en avait besoin. Récemment, son propriétaire avait affiché un avis d'expulsion parce qu'elle avait du retard dans le paiement de son loyer. Mais elle ne l'a pas dit comme une supplication. Elle l'avait dit comme on décrit la météo. C'était mauvais, mais c'était vrai. Carter la regarda plus longuement lorsqu'il entendit les mots « famille d'accueil ». Non par pitié, mais parce que c'était un fait qu'il ne savait pas comment placer dans un monde qui avait toujours divisé les gens en loyaux ou traîtres. Il la testa avec un autre scénario. Il posa une enveloppe sur le comptoir et elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir qu'il y avait de l'argent à l'intérieur. Il dit que c'était une prime de risque, 20 000 $ pour qu'elle reste dans le cadre d'un accord global, sans question, sans condition. Et une partie de lui voulait l'avoir acceptée, car si elle acceptait, il aurait une raison de la détester et de la contrôler comme tout le monde. Belle ne toucha pas à l'enveloppe. Elle l'a simplement repoussée légèrement, comme si elle repoussait un piège. Puis elle a dit qu'elle n'accepterait pas d'argent pour le danger, qu'elle n'accepterait pas d'avance qui la transformerait en quelqu'un d'endetté. Elle accepterait un salaire journalier ou hebdomadaire à un taux raisonnable, comme un vrai travail avec une paie, des formalités administratives et des responsabilités claires. Et toutes les dépenses pour Elliot devaient être transparentes, car elle ne voulait pas être traitée un jour de voleuse ou de croqueuse de diamants simplement parce qu'elle avait mis les pieds dans cette maison. Carter plissa les yeux et lui demanda si elle comprenait ce qu'elle refusait. Et Belle répondit que oui. Mais ce qu'elle craignait, ce n'était pas de perdre de l'argent. Ce qu'elle craignait, c'était de perdre sa liberté, de perdre le droit de partir quand son instinct lui disait de fuir, de perdre le droit de dire non sans être traitée comme une traîtresse. Un silence épais comme de la fumée s'installa, et à l'intérieur, Carter sentit ce qui le rendait nerveux. Cette fille ne lui demandait rien d'autre que le droit d'être libre, et c'était exactement ce qui rendait son pouvoir inutile, car il pouvait acheter la loyauté. Il pouvait imposer le silence, mais il ne pouvait pas forcer quelqu'un à rester si cette personne n'avait pas besoin de son argent pour vivre. Il sortit son téléphone, appela la comptabilité et son avocat interne, et ordonna qu'un contrat soit rédigé exactement selon ses exigences, avec un salaire raisonnable, un calendrier de paiement clair et le droit de partir inscrit dans une clause. Et lorsqu'il eut terminé l'appel, il la regarda comme on regarde une nouvelle porte dans une maison qui n'a toujours eu que des serrures et des murs. Belle se pencha pour vérifier qu'Elliot dormait, sa main s'arrêtant un instant sur la poitrine du bébé, comme pour s'assurer que sa respiration restait régulière. Et elle ne regarda plus Carter. Mais Carter ne pouvait s'empêcher de l'observer, elle qui existait ici. Non pas comme quelqu'un qui était sauvé, mais comme quelqu'un qui se sauvait elle-même par sa transparence. Le même après-midi, alors que le contrat temporaire n'avait même pas encore été imprimé avec toutes les signatures, la sonnette de sécurité retentit à un rythme court et saccadé, et l'écran s'est rempli du visage de Jordan Kim, un employé du DCFS, debout dans un manteau sobre, tenant un bloc-notes et un sac de dossiers, les yeux dépourvus de toute curiosité malsaine, seulement le calme imperturbable de quelqu'un qui a vu trop de familles essayer de jouer la comédie. Carter Vale s'est avancé pour accueillir Jordan avec son équipe de sécurité, se séparant de chaque côté comme dans un rituel invisible. Mais Jordan n'était pas ébloui par l'acier et le verre. Jordan demanda immédiatement où Elliot dormait et qui s'occupait principalement de lui ces derniers temps. Carter essaya de garder une voix froide, donna son nom, déclara qu'il était tuteur, dit qu'il avait du soutien, mais Jordan interrompit le rythme avec des questions précises qui obligèrent Power à répondre avec réalisme. Quel était l'horaire de sommeil du bébé? Quelle formule prenait-il? Avait-il des allergies? Où était le pédiatre? Les vaccins étaient-ils à jour? Qui l'emmenait au rendez-vous? Et surtout, le plan de sécurité. Qui venait à la maison? Qui partait? Y avait-il une liste fixe? Y avait-il des caméras? Y avait-il des verrous de sécurité pour enfants? Des étrangers passaient-ils la nuit chez eux? Carter jeta un rapide coup d'œil à Belle Mercer, qui se tenait près du berceau, sans s'avancer,
adoptant la posture d'une aide-soignante respectueuse des limites. Et Belle comprit immédiatement que c'était le moment de révéler la vérité, mais avec parcimonie. Trop peu aurait semblé suspect. Trop aurait révélé des zones d'ombre qu'il valait mieux ne pas mentionner. Jordan regarda Belle et lui demanda qui elle était, si elle travaillait sous contrat ou de manière informelle, si elle avait des papiers. Et Belle présenta le contrat temporaire qui sentait encore l'encre fraîche avec son nom, son salaire, le calendrier de paiement et la clause lui accordant le droit de démissionner. Elle déclara ensuite clairement qu'elle était une nourrice temporaire chargée d'assurer la stabilité d'Elliot pendant la période d'évaluation. Elle avait de l'expérience dans la garde d'enfants à l'heure. Elle comprenait la routine du bébé et ses signes de panique. Elle ne faisait pas partie de la famille, mais elle était constante et respectait les règles de sécurité de la maison. Jordan a légèrement hoché la tête, mais a tout de même inspecté chaque recoin comme l'exigeait la formation, vérifiant les prises électriques, les verrous des fenêtres, demandant où étaient conservés les médicaments et les objets tranchants, regardant les caméras et demandant qui y avait accès, puis se tournant vers Carter avec un regard aussi impassible que du métal et déclarant clairement que la richesse n'était pas le critère. Ce dont le DCFS avait besoin, c'était d'un environnement vérifiable, stable et sûr, et s'il y avait déjà eu un signalement anonyme, ils examineraient la situation de plus près. Un plan de sécurité devait être signé. Il devait inclure un horaire fixe, des dossiers médicaux à jour et l'engagement qu'aucun étranger ne pourrait entrer et sortir librement. Car avec un nourrisson, même un petit changement pouvait suffire à créer un traumatisme. Carter serra les mâchoires comme s'il ravalait d'un juron, car il avait l'habitude de donner des ordres, et non d'être contraint d'expliquer sa vie et de remplir des papiers, mais il ne pouvait pas discuter avec le pouvoir, et il ne pouvait pas utiliser l'obscurité contre quelqu'un qui défendait les droits des enfants. Belle intervint au bon moment, sans faire perdre la face à Carter, se contentant d'ajouter les détails ordinaires que Carter n'avait jamais pensé devoir retenir. Le bébé dormait généralement par courtes périodes après avoir été nourri. Il sursautait au moindre bruit soudain. Il se calmait lorsqu'on le tenait avec une pression constante et qu'on ne le passait pas d'un bras à l'autre. Elle avait noté l'emploi du temps dans un carnet conservé dans la cuisine. Elle proposa un plan de sécurité comprenant une liste de visiteurs autorisés, le code de l'ascenseur privé attribué uniquement à certaines personnes, un calendrier de contrôles médicaux et un contact d'urgence, à savoir le pédiatre, afin que tout reste clair. Jordan écouta, les yeux rivés sur Carter, et lui demanda s'il était prêt à signer ses documents, à s'engager à ce qu'aucune activité, aucune personne, aucune situation ne mette le bébé en danger. Et cette question ne s'adressait pas à une entité juridique. Elle s'adressait à un père. Carter est resté silencieux pendant quelques instants, puis a dit qu'il signerait. Il standardiserait tout ce qui était nécessaire. Il fournirait les dossiers médicaux et un calendrier de soins. Et toute personne souhaitant s'approcher de son fils devrait être nommée, car il comprenait que s'il voulait garder Elliot, il devait le prouver par des actes et non par des mots. Jordan a pris note, a fixé une date limite pour la soumission du plan de sécurité complet et a prévu une nouvelle visite. Puis, avant de partir, Jordan regarda Belle une fois de plus, comme pour évaluer sa cohérence, lui disant qu'elle devait tout garder transparent et signaler immédiatement tout risque, parce que le DCFS ne se rangeait ni du côté des riches ni du côté des pauvres, mais du côté de l'enfant. Et lorsque la porte se referma, Carter resta immobile, fixant le formulaire de demande posé sur le comptoir, comme s'il s'agissait d'une nouvelle frontière. Tandis que Belle se penchait pour redresser la couverture d'Elliot, elle sentit que pour la première fois dans cette maison, la chose la plus effrayante n'était ni les armes ni les gardes du corps. C'étaient les signatures sur le papier qui pouvaient arracher un bébé des bras de Carter s'il découvrait ne serait-ce qu'une petite ombre qui ne supportait pas la lumière. Cet après-midi-là, après le départ de Jordan Kim, alors que Carter Vale était encore assis avec son avocat interne, signant page après page des documents qu'il détestait devoir signer, Margot Vale avait déjà transformé son bureau en un centre de commandement silencieux. Et son appel à Miles Kidding ne contenait aucun mot inutile, seulement un ordre clair. Elle avait besoin d'un portrait complet de Belle Mercer avant le retour des services sociaux. Elle avait besoin de savoir si la jeune fille avait des failles et si c'était le cas, Margot voulait les avoir entre les mains avant qu'elle ne tombe entre celles de quelqu'un d'autre. Miles n'était pas le genre d'enquêteur à aimer se mettre en avant. Il travaillait comme quelqu'un qui dépoussière de vieux dossiers, couche par couche, en commençant par les adresses que Belle avait indiquées sur ses demandes d'emploi à l'heure,
les retraçant jusqu'à un refuge du sud de la ville où elle avait déjà passé la nuit, interrogeant les personnes qui l'avaient vue affamée et épuisée. Des personnes qui se souvenaient d'elle non pas parce qu'elle se démarquait, mais parce qu'elle avait calmé les petits-enfants lorsque toute la pièce était bruyante comme une tempête. Une femme qui avait été superviseure de nuit là-bas a dit que Belle ne causait pas de problème. Elle avait toujours un petit sac avec elle et un regard vigilant, comme quelqu'un qui avait appris que tout pouvait être volé. Puis cette femme a mentionné une nuit, il y a des années, il y avait eu des sirènes d'ambulance. Un mineur s'était effondré dans le jardin et un rapport avait été rédigé à la hâte au sujet d'une altercation et d'une intervention tardive. Miles s'est rendu dans une vieille salle d'archives, le genre de document que les gens aiment croire véridiques, et a trouvé le nom de Belle dans une brève note. Elle n'avait pas été inculpée, ni poursuivie, ni accusée d'aucun crime. Mais il y avait une ligne d'interprétation suffisamment vague pour que quiconque voulait la déformer puisse le faire, disant qu'elle avait été présente lors d'un incident impliquant un colocataire et qu'un appel à l'aide médicale avait été retardé à cause d'une dispute. La vérité se trouvait dans cette zone d'ombre. Il n'y avait pas eu de crime, seulement une situation chaotique dans un refuge où tout le monde était à la fois victime et survivant. Mais pour quelqu'un comme Margot, l'ambiguïté était de l'or, car l'ambiguïté pouvait être transformée en histoire. Miles a organisé les copies, noté les noms de quelques anciens témoins, puis envoyé un bref rapport à Margot. Aucune conclusion, seulement l'expression « risque pour la réputation » et la possibilité d'une déformation médiatique si l'information tombait entre les mains d'un prédateur. Margot l'a lu sans soupirer. Elle se contenta de le plier comme on plie une lame fine et le glissa dans un tiroir verrouillé. Une arme de secours qui n'avait pas besoin d'être utilisée immédiatement, mais qui devait toujours être prête, car dans son esprit, Belle n'avait pas besoin d'avoir commis un crime. Belle avait seulement besoin d'avoir une histoire suffisamment compliquée pour la rendre indigne de se tenir aux côtés d'Elliot. Au même moment, sous le voile de la forteresse, d'étranges signes commencèrent à apparaître, comme de légers tapotements sur une vitre avant une tempête. Une voiture sombre garée au coin de la rue plus longtemps que d'habitude et qui repartait exactement au moment du changement d'équipe de sécurité. Une silhouette debout près du bureau du concierge, comme si elle attendait quelqu'un, tandis que ses yeux balayaient le système de caméra. Un colis mal acheminé à l'étage de service, puis disparaissant avant d'avoir pu être enregistré. Et une fois, les écrans de surveillance de la salle de sécurité ont clignoté en noir pendant un instant, comme si quelqu'un avait testé le signal à distance. Carter n'avait pas besoin que quelqu'un lui dise. Il a examiné les registres d'entrée, les petites irrégularités dans un rythme opérationnel qu'il avait soigneusement mis en place. Et il a compris que quelqu'un sondait le système. Non pas pour voler, mais pour mesurer la réponse, mesurer le timing, mesurer les points faibles, mesurer si quelqu'un dans la maison était tellement concentré sur la paperasse du DCFS qu'il négligerait une porte latérale. Il ordonna de renforcer la sécurité, de changer les codes, de resserrer les listes, et lorsqu'il passa devant le bureau de Margot, il la surprit debout à la fenêtre, l'air calme, comme si tout cela n'était rien de plus que l'organisation d'un goûter. Mais Carter vit le tiroir verrouillé qui venait de se refermer, et il sut que sa mère détenait elle aussi quelque chose de dangereux, un fragment du passé de Belle qui pouvait rompre tout lien qui venait à peine de se former. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre tentait de s'introduire dans la maison, et ses deux lames étaient pointées vers la même petite faiblesse, qui dormait paisiblement à l'intérieur de cette maison blindée. La nuit tomba tôt, et Chicago, derrière la vitre, ressemblait à un miroir noir reflétant toutes les lumières. Belle Mercer venait de coucher Elliot dans son berceau après l'avoir bercé plus longtemps que d'habitude, car il s'était réveillé en sursaut à plusieurs reprises lorsque les lumières du couloir avaient clignoté pendant un court instant. Pas assez longtemps pour s'éteindre complètement, mais assez longtemps pour transformer les silhouettes humaines en traînées brisées. Au même moment, l'écran de la caméra dans le coin de la cuisine montrait une image étrange, comme si quelqu'un s'était glissé dans le signal puis s'était retiré. Belle resta immobile. Elle ne cria pas. Elle ne courut pas. Elle sentit seulement la peau de sa nuque se refroidir. Avec l'instinct de quelqu'un qui a dormi dans des refuges et qui a appris que les personnes qui veulent vous faire du mal frappent rarement à la porte avant d'entrer. La porte de l'ascenseur de service au bout du couloir émit soudain un petit bruit métallique, comme si quelqu'un testait le loquet. Puis le silence revint. Quelques secondes plus tard, le téléphone interne a sonné. Le responsable de la sécurité a dit que quelqu'un s'était perdu en effectuant une livraison et avait besoin d'une vérification, mais il parlait plus vite que d'habitude. Carter Vale apparut presque immédiatement,
sans même enfiler de veste, accompagné seulement de 2 gardes du corps. Ses pas n'étaient pas précipités, mais lourds, comme s'il forçait la maison à retrouver sa discipline. Il fit signe à Belle de reculer et de garder Elliot dans la nurserie, puis se dirigea directement vers la zone de service. Belle ne pouvait pas tout voir, mais elle entendait des fragments de sons s'échapper par la porte. Une question brève, une réponse balbutiante, le bruit d'une attache en plastique qui se resserrait, quelque chose tombant sur le sol. Puis le silence revint, comme avalé par les murs. Il n'y eut pas de coup de feu, pas de cris, seulement le silence effrayant d'une situation gérée trop proprement, comme si la violence ici n'avait pas besoin de spectacle pour être efficace. 10 minutes plus tard, Carter revint, le visage impassible, seuls ses yeux étaient plus sombres, et il ordonna que tous les codes des portes soient changés le soir même. L'ascenseur de service a été verrouillé, la liste du personnel du bâtiment a été revue, et un technicien a été appelé pour inspecter le système de signalisation. Chaque phrase était courte, sans explication, comme si les explications étaient un luxe dangereux. Belle se tenait à la porte de la nurserie, la main posée sur le rail du lit pour s'empêcher de trembler. Et lorsque Carter est passé près d'elle, elle a senti une légère odeur métallique. Ce n'était pas du sang, mais l'odeur de la proximité du danger. Il lui a seulement dit que tout avait été réglé et qu'elle n'avait pas besoin de détails. Et elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de lui épargner la peur. Il s'agissait également de l'empêcher de devenir témoin de quelque chose qui pourrait ramener les services sociaux avec des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Après minuit, un véhicule de nettoyage spécialisé est arrivé dans la zone de service. Pas de gyrophare, personne ne regardait. Et le lendemain matin, le couloir était si propre qu'on aurait dit qu'aucun loquet n'avait jamais été testé. Comme si la nuit dernière n'avait été qu'un souffle. Mais Belle savait, car elle avait vécu assez longtemps pour comprendre que ce qui est effacé est souvent plus dangereux que ce qui est dit. Et elle s'assit seule sur la chaise à côté du berceau, regardant Elliot dormir, sentant son cœur tirailler dans 2 directions comme une corde sur le point de se rompre. D'un côté, elle se disait « Pars maintenant, tant que tu le peux encore », car quelqu'un venait de lui envoyer un message et elle n'était qu'une étrangère. L'autre partie observait la petite main qui se recroquevillait de temps en temps à la recherche de chaleur. Elle se souvenait qu'Elliot ne respirait régulièrement que lorsque sa routine n'était pas perturbée. Elle se souvenait de Jordan Kim, du DCFS, qui disait qu'il soutenait l'enfant et comprenait que si elle partait juste après une nuit agitée, Elliot serait à nouveau plongé dans un changement qu'il ne pourrait pas supporter. Elle ouvrit le tiroir, sortit le contrat temporaire, relut la ligne concernant son droit de partir comme si c'était sa seule issue, puis le reposa et appuya sa paume sur sa poitrine pour forcer sa respiration à ralentir. Car pour la première fois de sa vie, rester ne lui semblait plus être une erreur due à la pauvreté. Cela pouvait être un choix. Et ce choix l'effrayait plus que tout, car cela signifiait qu'elle s'enfonçait davantage dans une zone dangereuse où les gens exigeaient 20 000 $ rien que pour se tenir près de la porte. Après cette nuit où les lumières du couloir clignotaient et où les choses avaient été effacées comme si elles n'avaient jamais existé, Belle Mercé décida que si elle devait rester dans la forteresse du voile, elle ne vivrait pas dans la panique. Elle vivrait dans la routine. Car la routine était la seule chose qui pouvait faire croire à un enfant que le monde n'allait pas s'écrouler à nouveau. Elle commença par les petites choses que les gens ont tendance à négliger lorsqu'ils ont de l'argent. Elle nota l'heure à laquelle Elliot était nourri, la quantité de lait, combien de temps il pouvait supporter le monde avant que ses yeux ne se mettent à rougir et que ses mains ne se mettent à gesticuler, car les signes de panique ne se manifestaient pas dans le premier cri. Ils se manifestaient dans l'accélération de la respiration et le repli des épaules. Elle a collé un simple planning dans un coin de la cuisine, sans décoration, seulement des plages horaires, de courtes notes et un rappel à elle-même que réduire les stimuli était toujours plus important que de le calmer bruyamment. Elle ouvrait les rideaux au bon moment pour que la lumière pénètre doucement, maintenait le bruit dans la maison à un niveau bas, éteignait les écrans inutiles, et chaque fois qu'Elliot sursautait, elle ne se précipitait pas pour le prendre dans ses bras. Elle posait une main sur sa poitrine, attendait que sa respiration se stabilise, puis le prenait dans ses bras, comme si elle enseignait à son corps que le calme était une compétence qui pouvait s'apprendre à nouveau. Carter Vale observait tout cela de loin, comme il aurait observé une opération chirurgicale qu'il n'osait pas toucher. Il traversa la cuisine, vit les notes, vit comment Belle plaçait les biberons à l'endroit exact pour ne pas avoir à courir, la vit tester la température de l'eau avec son poignet, au lieu de faire une estimation rapide,
Et il ne dit rien parce qu'il n'avait pas l'habitude d'admettre qu'une femme sans pouvoir rétablissait l'ordre autour de ce qu'il aimait le plus. Il y avait des moments où Elliot se réveillait agité, et Carter entrait dans la chambre d'enfant, restant dans l'embrasure de la porte, comme quelqu'un qui avait peur de faire du bruit. Brielle le regarda une fois, puis recula d'un demi-pas, ne lui tendant pas le bébé comme si elle lui confiait une lourde responsabilité, se contentant de dire que le bébé avait d'abord besoin d'une respiration lente et que s'il voulait le tenir, il devait s'asseoir. Carter fronça les sourcils, comme si s'asseoir était quelque chose réservé aux hommes faibles. Mais il le fit quand même. Il s'assit sur la chaise à côté du berceau, les mains raides comme s'il n'avait jamais tenu quelque chose de fragile. Et Belle le guida d'une voix basse, posant un tissu fin sur son épaule pour qu'Elliot n'ait pas froid, puis plaçant le bébé dans ses bras à un rythme lent. Pas de mouvement brusque, pas de changement de position constant. Elliot se raidit d'abord par réflexe. Mais ensuite, lorsque Carter ne le berça pas trop fort, ne parla pas trop, se contentant de respirer régulièrement comme Belle le lui avait demandé, le bébé commença à poser sa tête contre la poitrine de son père. Ses sanglots s'atténuèrent, et Carter baissa les yeux et sentit une partie de lui-même qu'il croyait morte avec sa défunte épouse, une partie qui pouvait rester immobile sans avoir besoin de contrôler toute la pièce. Belle resta près de lui. Son expression n'était ni d'admiration ni de crainte, seulement l'attention prudente de quelqu'un qui observe une petite flamme qui pourrait s'éteindre si quelqu'un soufflait trop fort. À ce moment-là, Carter se tourna vers elle et vit les rides de fatigue sur son visage, que ni les bijoux ni le maquillage coûteux ne pouvaient dissimuler, vit ses mains qui gardaient toujours la bonne distance, mais qui créaient une chaleur qui manquait à cette maison. Il lui demanda très doucement où elle avait appris tout cela. Belle ne raconta pas une longue histoire. Elle dit seulement qu'elle avait appris quand personne d'autre ne le voulait. Quand les enfants du refuge pleuraient et que les adultes ne savaient que leur dire de se taire, quand elle comprit qu'une main placée au bon endroit pouvait sauver une vie. Carter était sur le point d'en dire plus, sur le point d'ouvrir une porte en lui. Mais son téléphone vibra, non pas avec sa sonnerie habituelle, mais avec l'alerte privée de son travail clandestin, et son visage changea immédiatement. Ses yeux redevinrent froids, comme du verre glissant vers le bas. Il rendit Elliot à Belle d'un geste déjà moins maladroit qu'auparavant. Puis il se leva et s'éloigna pour prendre l'appel, baissant la voix pour qu'elle n'atteigne pas la nurserie. Mais Belle saisit tout de même quelques mots épars, comme une ombre effleurant un mur. Le nom Hector Rivas, une livraison, un point de rendez-vous, et une dernière phrase si froide qu'elle semblait faire baisser la température de la pièce. Il le testait. Lorsque Carter raccrocha, il regarda une nouvelle fois son fils, puis Belle comme s'il voulait dire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de dire. Et Belle souleva à nouveau Elliot et se mit à fredonner la berceuse familière pour stabiliser sa respiration. À l'intérieur, elle comprenait que les routines qu'elle avait mises en place pouvaient aider un enfant à se sentir en sécurité. Mais elles ne pouvaient pas faire disparaître l'obscurité. Elles pouvaient seulement les aider à se tenir plus fermement lorsque l'obscurité revenait. L'appel de Carter Vale au sujet du travail au noir venait à peine de quitter son oreille que l'ascenseur privé sonna à nouveau, et cette fois, il n'y avait aucune urgence dans l'attitude du service de sécurité, seulement la confiance de quelqu'un qui portait le nom de Vale. Lydia Vale sortit avec un sac de nourriture emballé dans un emballage élégant, comme pour déclarer que c'était la famille qui nourrissait cette maison, et non une fille et son nom. Ses vêtements parfaitement arrangés, son sourire discret suffisamment poli, ses yeux balayant Belle Mercé comme on regarde un objet mal placé. Carter s'avança pour lui barrer le passage. L'emploi du temps de la maison avait été resserré. Mais Lydia dit qu'elle ne s'arrêtait qu'un instant, qu'elle apportait quelque chose pour son petit-fils et qu'elle voulait s'occuper elle-même du repas pour prouver qu'Elliot n'avait pas besoin d'une personne extérieure pour surveiller chacun de ses gestes, comme si la famille Vale était incapable de se débrouiller seule. Belle se tenait à proximité, sans discuter, sans rivaliser, se contentant de lui rappeler gentiment qu'Elliot était encore très jeune et que tout ce qu'il mettait dans sa bouche devait être soigneusement vérifié pour éviter toute allergie. Mais Lydia sourit et dit « Les enfants de leur famille mangeaient sainement. Personne n'exagérait à ce point. » Elle posa ensuite la nourriture sur le comptoir de la cuisine et ouvrit les portions préparées. Du pain moelleux, de la purée de fruits et une petite collation qui semblait inoffensive, le genre de choses que les adultes laissent souvent les enfants goûter. Carter jeta un coup d'œil à l'horloge, l'esprit encore accaparé par ce qu'il venait d'entendre. Une partie de lui voulait éliminer définitivement tout risque de la maison. Une autre partie comprenait que s'il contrôlait trop,
la famille aurait encore plus de raisons de traiter Belle d'intruse et que cette hésitation ouvrait une brèche étroite à l'accident. Elliot était assis dans sa chaise haute, curieux de découvrir ces nouvelles couleurs, et Lydia le nourrissait cuillère après cuillère avec un air de victoire tranquille. Tandis que Belle observait la scène comme quelqu'un qui lit les signes directement sur la peau d'un enfant, elle vit les yeux d'Elliot se remplir de larmes plus que d'habitude, le vit cligner rapidement des yeux, vit sa main se porter vers sa gorge, puis le cri éclata. Pas le cri qui demande à être pris dans les bras, mais un cri de panique, comme si quelque chose en lui était en train d'être étranglé. En quelques instants, les lèvres d'Elliot ont commencé à enfler. La peau autour de sa bouche s'est recouverte d'une éruption cutanée. Sa respiration est devenue sifflante et haletante, sa poitrine se soulevait difficilement comme si elle ne pouvait pas aspirer d'air, et Lydia s'est figée, la cuillère tombant bruyamment sur le comptoir. Carter s'est précipité comme par réflexe, abandonnant son sang-froid habituel, s'empara de son fils, cria le nom du bébé d'une voix rauque qui ne ressemblait pas à sa voix habituelle, mais ce cri ne lui rendit pas son souffle. Belle intervint immédiatement. Elle n'avait pas besoin de permission. Elle vérifia la bouche du bébé, constata le gonflement rapide, reconnut l'anaphylaxie et cria à la sécurité d'appeler une ambulance et de préparer la voiture. Puis demanda ce qu'Elliot venait de manger. Lydia balbutia que ce n'était qu'un encas à base de beurre de noix, et les mots « beurre de cacahuète » tombèrent comme un coup de marteau. Carter fixa le récipient, les yeux assombris, non pas par la colère envers Lydia, mais par la peur. Cette peur brute qui peut dépouiller de son pouvoir un homme qui a autrefois réduit toute une ville au silence. Ils se précipitèrent dans l'ascenseur, puis dans la voiture, les sirènes retentissant. Belle tint Elliot dans une position qui lui permettait de respirer, demandant à Carter de ne pas se le secouer, de ne rien forcer, mais seulement de garder sa tête droite et de respirer au rythme. Mais Carter ne pouvait pas respirer. Sa main tremblait sur le dos de son fils, tandis qu'il demandait, comme une supplication, si le bébé allait s'en sortir. Et Belle répondit d'une voix dure, destinée à les sauver de la panique, qu'ils devaient se rendre aux urgences immédiatement. Ils ne pouvaient pas ralentir. Ils ne pouvaient pas deviner. L'hôpital les accueillit sous des lumières blanches crues, des brises de pas précipitées, des médecins appelés, des perfusions, un masque à oxygène, et Carter fut poussé hors de la zone des urgences comme un homme qui n'avait pas le droit de se tenir là où la vie était en jeu. Il frappa le mur de sa main. Ses yeux étaient rouges mais secs, car il ne savait pas où pleurer de manière sensée. Belle resta avec les infirmières, leur donnant rapidement des informations. L'âge du bébé, son poids estimé, l'heure à laquelle il avait mangé, le moment où les symptômes avaient commencé, ses antécédents d'allergie s'il y en avait, et elle insista sur la rapidité du gonflement et de la respiration sifflante, chaque phrase étant comme une bouée, empêchant l'équipe médicale de manquer une étape. Le docteur Simon Patel est apparu avec une voix claire et autoritaire. Épinéphrine, surveiller la tension artérielle, commencer une perfusion. Et après quelques minutes qui ont semblé durer une éternité, la respiration d'Elliot a commencé à se calmer, le gonflement a diminué, sa couleur est revenue lentement, ses pleurs se sont transformés en quelque chose qui faisait mal et soulageait à la fois, car au moins, il pouvait encore pleurer. Carter regardait à travers la vitre et voyait son fils, minuscule sous les tubes et les machines. Il voyait Belle au chevet du lit, refusant de bouger, la main posée sur le pied du bébé comme une ancre. Et pour la première fois, il comprit ce qu'était la véritable panique. Non pas la peur de la trahison ou de l'attaque, mais la peur de perdre la seule chose qui le rendait encore humain. Lorsque le docteur Patel sortit et annonça qu'Elliot était hors de danger immédiat et avait besoin d'une surveillance continue, Carter ne put rester debout. Il baissa la tête un instant, comme si son propre souffle venait de lui être rendu, tandis que Lydia sanglotait, rongée par la culpabilité. Belle ne regarda pas Lydia avec un air de victoire ou de défaite. Elle regarda seulement Elliot, ajusta la couverture et murmura que le bébé avait maintenant besoin de calme, du rythme familier d'une berceuse pour que son corps se souvienne qu'il avait survécu. Et quand Elliot ouvrit les yeux dans le brouillard et la chercha, Belle se pencha et fredonna la vieille mélodie lentement et doucement, comme pour ramener une petite âme du bord des ténèbres. Quand Elliot sortit de l'hôpital avec un sac de médicaments et des instructions strictes de surveillance de la part du docteur Simon Patel, le fauteuil roulant roula dans le couloir de l'hôpital comme s'il traversait une partie de la vie. Carter Vale n'avait jamais été préparé à vivre, et sur le chemin du retour vers l'appartement terrasse,
Il n'alluma pas la musique, ne passa aucun autre appel. Il s'assit simplement à côté de son fils, une main posée sur le siège auto, comme si le fait de lâcher prise allait tout faire retomber. Belle Mercer était assise à l'avant, tenant le sac contenant le dossier médical. À l'intérieur se trouvait le diagnostic d'anaphylaxie, les instructions d'utilisation de l'auto-injecteur d'épinéphrine, une liste des aliments à éviter et un calendrier de suivi clairement indiqué avec les horaires. Elle ne parlait pas beaucoup, car elle savait que les mots supplémentaires ne faisaient que fatiguer davantage le cœur. Elle se tournait seulement de temps en temps pour regarder Elliot et s'assurer qu'il respirait régulièrement. Lorsque la porte du penthouse se referma et que les lumières chaudes s'allumèrent, Margot Vale attendait déjà, telle une statue fissurée, les yeux rougis, mais refusant de laisser ses larmes devenir une faiblesse. Elle entra pour voir son petit-fils, sa main tremblant légèrement au-dessus de ses cheveux soyeux, puis se tourna vers Belle dans un silence inhabituel. Et dans ce silence, pour la première fois, sa voix n'était pas posée. Elle dit que Belle avait sauvé cette famille, non pas avec de l'argent ou des relations, mais avec un esprit clair alors que tout le monde paniquait. Belle acquiesça légèrement, sans s'attribuer le mérite de cette victoire. Elle dit que c'était ce que tout soignant responsable devait faire. Elle demanda ensuite la permission d'emmener Elliot à la nursery pour que tout reste calme, car après une anaphylaxie, même une petite stimulation pouvait le faire sursauter. Margot l'observa un instant, puis se tourna vers Carter, et son instinct de contrôle se réveilla comme un réflexe défensif. Elle dit que Belle devait être rémunérée correctement. Pas un salaire raisonnable, mais une somme importante. Une somme suffisamment importante pour la faire taire, suffisamment importante pour s'assurer qu'elle ne transformerait pas cette nuit en une histoire qui ferait le tour de la ville. Elle sortit un paquet de papiers déjà préparés, un accord de confidentialité rédigé dans un langage froid, accompagné d'un montant élevé, comme si tout pouvait être verrouillé avec de l'or. Carter ne le prit pas tout de suite. Il fixa les pages comme s'il s'agissait d'un autre piège. Et avant qu'il n'ait pu parler, Belle était revenue de la porte de la chambre d'enfant. Elle en avait entendu assez pour comprendre, et elle se tenait droite, la voix toujours calme, mais plus tranchante, disant qu'elle ne signerait pas un document qui transformait sa liberté en une faveur. Elle n'accepterait pas accepter d'être traitée comme quelqu'un qu'on avait acheté. Et elle n'était pas là pour raconter une histoire à qui que ce soit. Elle était là parce qu'Elliot avait besoin d'un rythme stable. Mais s'il voulait qu'elle reste, la seule chose dont elle avait besoin restait inchangée. Une confirmation écrite qu'elle avait le droit de partir à tout moment sans condition, sans être retenue, sans menace et sans être transformée en quelqu'un endetté à cause de sa gentillesse. Margot serra les lèvres, les yeux assombris par ce refus auquel elle n'était pas habituée, mais la peur de perdre sa petite fille était encore trop vive pour qu'elle puisse exploser comme elle le faisait d'habitude. Elle se contenta de dire que Belle était trop têtue et que le monde de Carter n'était pas fait pour les gens têtus. Belle répondit que c'était précisément parce que ce monde n'était pas fait pour elle. Elle devait conserver le droit de partir, car elle avait passé toute sa vie dans des endroits où les gens lui disaient qu'elle n'avait pas sa place, et elle avait appris à survivre en fixant des limites, pas en faisant des promesses. Carter s'avança, posa la main sur le dossier de l'accord de confidentialité et le repoussa vers Margot, d'une voix basse et décisive, disant que cela ne se passerait pas comme avant. Il n'avait pas besoin d'un silence acheté par la peur. Il avait besoin d'une stabilité prouvée par des documents légaux, car les services sociaux reviendraient et ils se moqueraient du luxe de cet endroit. Ils se soucieraient de savoir qui était responsable et comment cette responsabilité était écrite. Il se tourna vers l'avocat interne et ordonna que le dossier de soins soit standardisé, que le plan de sécurité signé soit complété, qu'un horaire fixe d'entrée et de sortie soit établi, que les dossiers médicaux et le plan d'allergie soient mis à jour. Belle a été ajoutée au système en tant que tutrice légale avec une autorité claire et surtout, sa clause de droit de départ devait rester exactement telle qu'elle l'avait exigée. Margot regarda Carter comme si elle regardait un étranger qui avait choisi de se ranger du côté d'une fille qui ne portait pas le nom du voile. Mais Carter ne détourna pas les yeux de sa mère. Il dit qu'Elliot avait failli mourir à cause d'une erreur familiale et qu'il ne laisserait plus jamais personne transformer la sécurité de son fils en un jeu de pouvoir. Belle ne dit pas merci. Elle retourna simplement dans la nurserie. Elle vérifia doucement la respiration d'Elliot et rangea l'auto-injecteur d'épinéphrine à l'endroit exact dans le tiroir d'urgence, tandis que Carter restait dans le salon, réalisant que ce qu'il venait de faire ne protégeait pas seulement une aide-soignante. C'était la première fois qu'il faisait passer la loi avant ses habitudes, la paperasse au-dessus de l'obscurité.
Ainsi, les services sociaux n'avaient plus aucune raison de s'en prendre à son fils à travers les failles qu'il avait toujours utilisées pour cacher son monde. Dans les jours qui suivaient en l'anaphylaxie, le Penthouse Vale fonctionnait comme un hôpital miniature enveloppé de luxe. L'emploi du temps d'Elliot était soigneusement affiché. L'auto-injecteur d'urgence restait à sa place exacte. La liste des aliments interdits a été imprimée et répétée à tout le monde, et Carter Vale a commencé à signer plus de documents qu'il n'aurait jamais voulu signer. Le plan de sécurité, l'horaire d'entrée et de sortie, les dossiers médicaux. Comme s'il construisait un pont en papier pour empêcher que son fils ne lui soit arraché des mains. Mais avant que ces nouvelles pages ne puissent apporter un réel sentiment de sécurité, Veronica Sloan a changé de tactique. Elle a cessé d'essayer de prendre Elliot en le soulevant et en le calmant, et est passée à une approche plus douce et plus toxique. Elle a fait de Belle Mercer le problème aux yeux des personnes qui vivaient selon un rituel. Veronica a commencé à se présenter exactement au moment où Carter partait en réunion, exactement au moment où Margot se concentrait sur son petit-fils. Elle se montrait attentive avec Lydia, apportait des fleurs, posait des questions inquiètes, puis glissait subtilement des questions qui semblaient accidentelles. Belle avait-elle un contrat à long terme? Avait-elle suivi une formation officielle? Était-elle autorisée à prendre des décisions médicales? Ces questions semaient le doute dans l'esprit des gens. À l'intérieur de la maison, Veronica mettait délibérément en scène des situations qui donnaient l'impression que Belle dépassait les limites. Une fois, elle a laissé un sac de cadeaux pour bébé juste devant la chambre d'enfant avec une carte portant le nom de Belle, comme si Belle avait reçu des cadeaux privés de quelqu'un, puis s'est assurée que le personnel de maison le voit et chuchote. Une autre fois, elle a fait en sorte que la caméra du couloir filme un moment où Belle se tenait près de Carter alors qu'il se penchait pour l'écouter parler du programme de médicaments d'Elliot. L'angle était suffisamment proche pour qu'un étranger puisse le confondre avec de l'intimité. Et lorsque Belle s'en est aperçue et a reculé, Veronica s'est contentée de sourire et de dire qu'elle se faisait des idées. Tout le monde comprendrait qu'il s'agissait de travail. Belle a senti l'atmosphère dans la forteresse commencer à changer, comme la pression avant une tempête. Les membres du personnel qui passaient ne la regardaient plus dans les yeux. Les salutations étaient plus brèves. Margot ne la confrontait pas directement, mais son regard restait plus long et plus froid, comme si elle attendait que Belle commette une erreur pour avoir une raison de la retirer de la vie d'Elliot, sans avoir à admettre qu'elle était égoïste. Puis Trent Walsh est apparu, comme quelqu'un qui sentait le sang, sans entrer dans la maison, mais en restant près de l'entrée du bâtiment avec un long objectif. Des questions qui se voulaient polies, mais qui visaient directement le scandale. Un parrain de la mafia gardait-il une jeune nounou dans son penthouse? Y avait-il une liaison? Le DCFS enquêtait-il parce que l'environnement était dangereux? Ces phrases n'avaient pas encore été publiées, mais elles se répandaient comme de la fumée. Carter savait que quelqu'un orientait la presse vers eux. Il ordonna de renforcer la sécurité, mais au même moment, un autre coup dur frappa la partie de sa vie qu'il avait toujours gardée dans l'ombre. Une livraison de la société de logistique a fait l'objet d'une inspection inhabituelle. Les documents ont été examinés minutieusement, comme si quelqu'un avait braqué un projecteur sur le point précis qui importait. Un partenaire de la chaîne d'approvisionnement s'est soudainement retiré. Quelques appels internes ont été passés avec des voix tendues, comme si une petite brèche s'était ouverte dans un système censé être hermétique, et Carter a compris que ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un le transperçait au moment même où il était contraint de donner une apparence légale à sa vie à cause d'Elliot. Car plus il devait se présenter devant le DCFS avec des documents en règle, plus il était facile de l'attaquer avec tout ce qui se trouvait à la limite de la légalité. Le timing était trop parfait pour être le fruit du hasard. Et Belle se tenait au milieu, comme une aiguille plantée au centre de la tempête. Elle voyait Carter plus occupé, plus froid, ses yeux s'arrêtant plus souvent sur l'écran de son téléphone. Elle voyait Margot parler à voix basse avec des avocats derrière des portes closes. Elle voyait Veronica se déplacer dans le penthouse comme une ombre blanche et propre à laquelle les gens faisaient facilement confiance. Et Belle se sentait entourée non pas d'armes, mais d'une histoire. Elle essayait de se concentrer sur Elliot, mais même cela se transformait en suspicion. Une fois, elle avait refusé de laisser Lydia tenir le bébé trop longtemps parce qu'Elliot venait de prendre ses médicaments, et Lydia l'avait regardée comme si elle était ingrate. Une autre fois, elle avait rappelé au personnel de cuisine de vérifier les ingrédients, et il lui avait répondu sèchement qu'il le savait déjà, comme si elle donnait des ordres dans une maison qui ne lui appartenait pas. La nuit, Belle s'asseyait à côté du berceau,
écoutait la respiration régulière d'Elliot et ressentait un isolement plus froid que l'hiver à Chicago. Car elle se trouvait à l'intérieur d'une forteresse blindée où elle n'avait nulle part où se sentir vraiment chez elle, où le sourire de Veronica pouvait être un Tinder, un angle de caméra pouvait devenir une lame, et tout murmure pouvait se transformer en un nouveau rapport qui ramenait les services sociaux avec la question que Belle redoutait le plus. Que ce soit elle qui causait des problèmes à un enfant, la tempête médiatique que Trent Walsh cherchait à déclencher à l'extérieur n'avait même pas encore donné lieu à un article. Mais à l'intérieur de la maison, Margot Vale avait déjà ce qu'il lui fallait pour transformer ses soupçons en moyen de pression. Miles Keating est apparu par un après-midi gris, entrant par un passage privé comme quelqu'un qui ne voulait pas être filmé par les caméras, et a remis à Margot une fine enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies d'anciens dossiers du refuge, des lignes vagues sur un incident remontant à plusieurs années. Pas de poursuite, pas d'accusation, mais suffisamment pour que quiconque le souhaitait puisse qualifier Belle Mercé de fille à problème. Margot l'a lu attentivement, comme elle aurait lu un contrat, puis l'a posé sur le bureau devant Carter Vale dans son bureau. D'un ton calme, comme si elle discutait du programme de suivi d'Elliot, elle lui a dit que les services sociaux allaient revenir pour évaluer la situation et que si cela venait à être divulgué, cela pourrait leur être fatal. Un rapport associant le nom de Belle à une altercation, un appel d'urgence retardé à cause d'une dispute, une trace que des gens comme Trent pourraient transformer en gros titre du jour au lendemain, et Jordan Kim serait obligé de poser des questions. Parce que les services sociaux ne pouvaient ignorer un risque concernant un jeune enfant, Carter fixa les pages, les yeux assombris, non pas parce qu'il croyait qu'elle révélait la nature de Belle, mais parce qu'il voyait exactement comment elle pourrait être utilisée pour lui retirer son fils sous prétexte d'une procédure. Et Margot insista précisément sur ce point. Elle a dit qu'il devait remplacer Belle avant la prochaine évaluation, faire venir Veronica Sloan avec un dossier vierge et une certification complète, et laisser Belle partir avec une grosse somme d'argent et un remerciement discret afin qu'ils soient en sécurité et qu'ils n'aient pas l'air d'avoir renvoyé quelqu'un qui les avait aidés. Donne pas l'impression qu'ils avaient renvoyé quelqu'un qui les avait aidés. Carter se leva, la chaise raclant le sol avec un bruit sec, et dit d'une voix froide et définitive qu'il ne remplacerait personne à cause d'un bout de papier ambigu et des préjugés d'un monde qui aimait les histoires sordides sur les pauvres. Margot insista sur le fait qu'elle ne le faisait pas parce qu'elle détestait Belle. Elle le faisait pour Elliot, car il suffirait d'un article, d'un appel anonyme, une question de Jordan Kim, et tout ce que Carter avait fait pour rendre sa vie légale s'effondrerait et le bébé serait emmené pendant qu'ils se disputeraient encore au sujet de la gentillesse. Carter répondit que c'était précisément à cause d'Elliot qu'il ne pouvait pas continuer à changer de gardienne. Elliot avait besoin de cohérence. Il avait besoin de quelqu'un qui comprenait déjà sa respiration. Et si le DCFS voulait des papiers, il donnerait des papiers. S'il voulait de la transparence, il donnerait de la transparence. Mais il ne laisserait pas sa mère utiliser le passé de Belle comme une lame pour détruire la seule chose qui aidait son fils à vivre en paix. Pour la première fois, la mère et le fils se parlaient comme de véritables adversaires. Margot disait que Carter mettait toute la famille en danger pour une fille étrange. Carter disait que Margot transformait un enfant en un outil pour assouvir son besoin de contrôle. L'atmosphère dans la pièce s'était alourdie au point que quiconque y entrait pouvait être blessé par des mots qui n'avaient même pas encore été prononcés. Dans le couloir, Belle se tenait immobile comme une ombre. Elle avait seulement l'intention de passer pour prendre le carnet des horaires de médicaments, mais la voix de Margot et celle de Carter la tinrent clouée sur place. Chaque mot, dossier, refuge, problème, prochaine évaluation, tombait dans sa poitrine comme des pierres froides. Et elle comprit immédiatement qu'elle n'était pas seulement surveillée. Elle était utilisée comme appât dans une guerre de pouvoir où les gens pouvaient vous traiter avec gentillesse quand cela leur convenait, puis vous écraser quand ils en avaient besoin. Sa plus grande peur n'était pas d'être jetée hors de l'appartement terrasse. Elle avait grandi en étant chassée de partout. Sa plus grande peur était qu'Elliot lui soit enlevé à cause d'une histoire calomnieuse à son sujet, à cause d'une vague phrase prononcée il y a des années et ressortie au moment opportun. Et quand Belle vit l'enveloppe dans la main de Margot à travers la porte entr'ouverte, elle comprit clairement comment le passé d'une personne pauvre pouvait être utilisé comme une arme. Et elle comprit aussi clairement que si elle ne fixait pas de limite dès maintenant, un jour, elle deviendrait elle-même la raison légale pour laquelle les services sociaux viendraient chercher Elliot dans les bras de Carter. Le scandale éclata un matin glacial,
juste au moment où Belle Mercer venait de finir de nourrir Elliot et prenait des notes sur sa respiration après la prise de médicaments, lorsque le téléphone d'un membre du personnel se mit à vibrer sans arrêt et que des chuchotements se propagèrent rapidement comme de la fumée. Trent Walsh avait publié l'article sans avoir besoin de preuves irréfutables. Seules des images retouchées et un langage suffisamment vulgaire pour exciter les lecteurs. La photo de Belle debout près de Carter Vale dans le couloir était agrandie et encadrée comme une scène d'amoureux. Le moment où elle se penchait pour ajuster la sangle du siège bébé était transformé en une jeune nounou manipulant le parrain de la mafia, et les phrases moralisatrices et mielleuses parlaient de la dépravation d'un homme puissant et de l'impudence d'une pauvre fille. Pour enfoncer le clou, l'article a ressorti le passé de Belle en famille d'accueil comme s'il s'agissait d'un casier judiciaire, a listé les adresses des refuges et mentionné un vague incident remontant à plusieurs années, puis a conclu par une question vicieuse. Le DCFS devrait-il autoriser un enfant à côtoyer une fautrice de trouble? En quelques heures, le nom de Belle est devenu une cible. Les commentaires ont afflué comme un barrage qui cède. Les gens l'ont traité de croqueuse de diamants, de chasseuse d'argent, de fille de la rue, une poubelle ramassée et amenée dans un penthouse. Et chaque insulte l'a frappée comme une pierre lancée directement sur les années qu'elle avait passées à se battre pour vivre décemment. Carter a réagi comme son milieu l'avait appris à le faire. Il a appelé des avocats, des spécialistes des relations publiques en situation de crise, des agents de sécurité pour verrouiller toutes les portes, mais aucun mur ne pouvait bloquer Internet. Et Belle s'est sentie mise à nu devant une foule qui ne l'avait jamais regardée dans les yeux. Elle a essayé de ne pas lire, mais les notifications continuaient à lui parvenir. Des messages étranges affluaient sur le numéro de téléphone qu'elle utilisait pour ses demandes d'emploi. Quelqu'un a même envoyé une photo d'Elliot avec une menace de signaler le DCFS, de lui retirer la garde du bébé, et chaque phrase lui serrait la poitrine. Le coup le plus dur ne venait pas d'étrangers. Il venait d'une vieille connaissance du refuge, quelqu'un avec qui elle avait autrefois partagé une demi-miche de pain, qui avait publié une phrase ambiguë disant que Belle avait toujours su grimper, qu'elle n'était pas surprise, et la foule s'était emparée de cette phrase comme d'une preuve, transformant l'ambiguïté en verdict. Belle était assise dans la nurserie, écoutant Elliot respirer régulièrement, et voyait le piège se refermer. Car si elle restait, n'importe quel appel anonyme pouvait ramener Jordan Kim des services sociaux avec de nouveaux soupçons dans les yeux. Le plan de sécurité pouvait perdre tout son sens si les gens croyaient que cet environnement présentait un risque. Et dans une guerre où la vérité perd toujours face au bruit, le premier à perdre serait un enfant sans voix. Carter entra, le visage froid comme la glace, mais les yeux rouges de colère. Il dit qu'il retirerait l'article. Il intenterait d'un procès. Il étoufferait la fuite à sa source. Il dit qu'elle ne pouvait pas partir alors qu'ils devaient prouver leur stabilité. Mais Belle le regarda, et cette fois, son calme semblait être une décision douloureuse. Elle a répondu que c'était précisément à cause de la stabilité qu'elle devait partir, car sa présence était désormais devenue un appât pour attirer les services sociaux et qu'Elliot ne pouvait pas payer le prix de sa réputation ou de la guerre de pouvoir de la famille Vale. Carter a dit qu'elle se condamnait elle-même. Belle a répondu qu'elle ne se condamnait pas elle-même. Elle ne faisait que la seule chose qu'une aidante qui se souciait vraiment pouvait faire. Quand elle avait réalisé qu'elle était devenue un risque, elle avait fait passer l'enfant avant d'elle-même. Dans un silence pesant, elle ouvrit son agenda et le réécrivit entièrement. Chaque heure de sommeil, chaque quantité de lait, chaque signe de panique, comment réduire la stimulation, comment tenir le bébé pour que ses voies respiratoires restent dégagées, l'emplacement de l'auto-injecteur d'urgence, le numéro du médecin, Simone Patel, les rendez-vous de suivi, les rappels concernant l'allergie au beurre de cacahuète et comment reconnaître l'anaphylaxie, comme si elle rédigeait un testament professionnel pour quelqu'un qu'elle savait ne plus jamais revoir une fois que le bébé aurait grandi. Elle ferma l'agenda et le laissa sur le comptoir de la cuisine, à la vue de Carter, avec le dossier médical classé par ordre, puis retourna dans la chambre du bébé, se pencha et embrassa une fois le front d'Elliot, en prenant soin de ne pas laisser de larmes couler sur sa peau pour ne pas l'effrayer. Et quand Elliot ouvrit les yeux et la chercha, Belle fredonna la berceuse familière si doucement qu'elle ressemblait à des excuses sans mots. Elle quitta l'appartement avec un petit sac, comme elle avait quitté les refuges auparavant. Mais cette fois, chaque pas lui donnait l'impression de déchirer un fil dans sa poitrine, car elle savait qu'elle ne partait pas par peur de Carter. Elle partait parce qu'elle aimait suffisamment d'un enfant pour porter le poids de la culpabilité et être incomprise.
Tant qu'Elliot ne serait pas être arraché des bras de son père par une campagne de dénigrement qu'elle ne pouvait pas arrêter, Belle Mercé partit, laissant derrière elle une cuisine trop propre et un agenda qui semblait encore battre comme un cœur sur le papier. Et Carter Vale se tenait dans cet espace vide comme un homme à qui on venait de voler la seule chose qui pouvait l'adoucir. Mais il se permit pas de s'effondrer, car s'il laissait ses émotions prendre le dessus, Elliot serait le premier à en payer le prix. Il commença à contre-attaquer avec la seule logique en laquelle il avait confiance à ce moment-là. Garder son enfant d'avant tout, éteindre le feu à la source et ne donner au DCFS aucune raison de regarder cette maison avec de nouveaux soupçons. Ses avocats envoyèrent des demandes de retrait et des avis de conservation à l'éditeur, rassemblèrent toutes les images originales, tous les segments de caméra, tous les horodatages modifiés, scellèrent le tout avec des journaux de bord et constituèrent un dossier comme dans une affaire criminelle. Non pas pour venger Pride, mais pour prouver un simple fait. L'environnement de soins d'Elliot avait été attaqué avec de fausses informations. Carter ordonna à son équipe technique de retracer la fuite, de déterminer qui avait pu accéder aux images du couloir, qui avait des privilèges d'accès à la caméra, qui pouvait connaître l'horaire d'entrée. La liste a été passée au crible et les noms ont commencé à disparaître sans bruit. Il a verrouillé l'accès, changé tous les codes, coupé les liens avec les sous-traitants présentant des signaux irréguliers et en même temps, il a demandé à des personnes de suivre l'argent autour de Trent Walsh, les achats publicitaires, les parrainages, les relations superficielles qui semblaient légales. Car dans ce monde, personne ne traquait gratuitement un scoop. Lorsque quelques paiements ont été retracés par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires, Carter n'a pas tiré à boulet rouge. Il les a gelés, a coupé la source, les a étouffés avec des pressions juridiques et financières, comme une main sur la gorge qui ne laisse aucune marque. Et en parallèle, il a utilisé des personnes qui vivaient dans l'ombre pour trouver qui avait lancé l'appât au moment précis où Belle avait été menacée par les registres du refuge et où le DCFS se préparait à revenir. Le timing était trop précis pour que Hector Rivas n'en soit pas l'instigateur. Carter l'avait compris et cela l'avait poussé à rester encore plus discret, car une seule erreur, un seul acte de violence évident, une seule confrontation qui aurait amené la police et Jordan Kim à intervenir et à remettre en question le plan de sécurité que Carter venait de signer. Il s'occupait d'Elliot grâce au carnet que Belle avait laissé, s'efforçant de suivre chaque heure, s'efforçant de rester assis quand le bébé sursautait. Mais chaque fois qu'Elliot levait la tête, à la recherche d'une chaleur familière qui n'était pas là, Carter sentait monter en lui une colère froide. Non pas envers Belle, mais envers lui-même, pour l'avoir laissé devenir une cible. Et puis, pour la première fois de sa vie, au lieu d'utiliser l'obscurité pour garder quelqu'un près de lui, il choisit de faire quelque chose de juste, au sens juridique et humain du terme. Il demanda à son avocat de rédiger une série de documents reconnaissant officiellement le rôle de Belle en tant que soignante au cours de la période écoulée, confirmant qu'elle avait été une soignante temporaire sous contrat, qu'elle avait apporté une aide médicale lors de l'urgence anaphylactique, qu'elle s'était conformée aux plans et aux procédures de sécurité, afin que si le DCFS recevait un signalement anonyme, il puisse constater que la cohérence n'était pas que des paroles en l'air. Il ouvrit un compte au nom de Belle, totalement indépendant de son système, auquel elle seule avait accès, sans condition, sans exigence, sans obligation de retour ou de signature, et il y a laissé une somme suffisante pour qu'elle ne soit pas contrainte de retourner dans un refuge, simplement parce que le scandale avait réduit son travail en cendres. Il savait que cet acte pouvait être interprété à tort comme un pot de vin, mais il a ajouté une brève déclaration, sans douceur ni promesse, disant simplement qu'il s'agissait d'une sortie, pas d'une laisse. C'était ce qu'il devait à une femme qui avait fait passer la sécurité de son enfant avant sa propre réputation, et elle pouvait l'utiliser pour quitter la ville si elle le souhaitait. Personne ne la chercherait. Personne ne la réclamerait. Il ne l'envoya pas par l'intermédiaire des gens de Margot. Il ne la remit pas à Lydia. Il fit en sorte qu'elle soit livrée directement à Belle de la manière la plus discrète et la plus légale possible, avec une copie du calendrier de suivi et la confirmation du médecin afin qu'elle sache qu'Elliot restait stable. Une fois que tout eut été rangé dans le tiroir approprié, Carter se tint seul à la fenêtre, contemplant Chicago comme une bête qui savait attendre. Et il comprit que ce combat ne concernait plus celui qui l'emporterait dans la maison voilée. Il s'agissait de savoir qui contrôlerait la vérité avant que le bruit ne la contrôle à sa place. Et il ne permettrait pas qu'une femme qui avait travaillé gratuitement pour un bébé soit écrasée simplement pour que quelqu'un d'autre
puisse prétendre avoir une raison d'atteindre son fils. Le jour où Jordan Kim devait revenir pour vérifier le plan de sécurité, Carter Vale dut quitter le penthouse plus tôt que d'habitude pour signer d'autres documents liés au dossier médiatique et aux partenaires désormais sous surveillance, et il détestait s'éloigner d'Elliot dans un moment aussi tendu. Mais la logique consistant à donner la priorité à son fils l'emportait toujours, et il pensait que le système de sécurité avait été renforcé au point que personne ne pouvait s'y infiltrer. Hector Rivas ne choisit pas d'enfoncer la porte. Il a choisi quelque chose de plus dangereux, en faisant en sorte que la porte s'ouvre d'elle-même, en utilisant des hommes portant les uniformes appropriés et des mots qui correspondaient parfaitement à la procédure. Vers midi, le concierge de l'immeuble a reçu un appel provenant d'un numéro interne falsifié, indiquant qu'une équipe technique venait inspecter le système de sécurité incendie conformément aux exigences de l'assurance, car des dossiers récents avaient attiré l'attention. Le nom du contact a été lu correctement, le code du poste a été lu correctement, et lorsque la sécurité du rez-de-chaussée a tenté de vérifier via la mauvaise ligne, elle a obtenu une réponse préparée qui autorisait l'équipe à accéder au service. Aucune arme n'a été brandie, aucun cri n'a été poussé. Seuls deux hommes vêtus de vestes techniques grises et portant une boîte à outils, ainsi qu'un troisième poussant un chariot d'équipement, ont dépassé les caméras comme s'ils traversaient le hall d'un hôpital, et le système les a enregistrés comme membres du personnel de l'immeuble. Dans la penthouse, Carter venait de partir. Le personnel domestique était dispersé et Elliot faisait la sieste dans la nurserie. Belle était partie, et seul son emploi du temps restait sur la table, comme un souvenir amer. La seule personne en dehors de la famille Vale qui avait été proche d'elle récemment était Belle Mercer, et elle se trouvait dans une chambre louée bon marché, essayant de ne pas regarder son téléphone jusqu'à ce qu'un appel provenant d'un numéro inconnu et d'un médecin la contacte. La voix de Simone Patel allait vite, l'avertissant que l'hôpital venait de recevoir une étrange demande concernant le dossier d'allergie d'Elliot, comme si quelqu'un essayait de confirmer le moment où le bébé serait le plus faible. Cette question glaquait Belle dans son dos. Son instinct de survie la fit se redresser avant que sa raison ne puisse l'en empêcher. Elle appela le numéro interne du penthouse, mais personne ne répondit. Elle courut alors dans la rue, attrapa un taxi et donna l'adresse comme une prière, avec une seule pensée en tête. Si quelqu'un visait Elliot, alors toutes les guerres de pouvoir, tous les articles, tous les dossiers des refuges devenaient une cruelle plaisanterie. Lorsque Belle arriva dans le hall de l'immeuble, elle vit deux techniciens entrer dans l'ascenseur de service. Et un petit détail lui indiqua que quelque chose n'allait pas. Ils ne scrutaient pas les lieux comme des ouvriers. Ils les scrutaient comme des hommes évaluant des voies d'évacuation. Elle ne se précipita pas vers l'ascenseur, car elle comprit qu'elle n'avait pas le pouvoir de le bloquer physiquement. Elle fit donc la seule chose qu'elle savait bien faire, gagner du temps et créer un signal. Elle se rendit au bureau du concierge et dit qu'il y avait un problème avec la liste des entrées du plan de sécurité signé, que toute équipe technique montant devait être confirmée par Carter avec un code privé. Elle prononça le nom de Jordan Kim comme un sceau qui faisait craindre aux gens d'assumer leurs responsabilités, exigeant qu'ils appellent immédiatement le gestionnaire de l'immeuble et verrouillent temporairement l'ascenseur de service, car il s'agissait d'un cas mineur surveillé. Le concierge a hésité, mais la mention du DCFS a crispé son visage et en quelques précieuses secondes, des appels internes ont été passés et l'ascenseur a été retenu en bas plus longtemps que prévu, créant un léger décalage dans le timing de l'agresseur. Belle a profité de ce laps de temps pour sprinter dans la cage d'escalier. Son cœur battait à tout rompre. Sans garde du corps, sans âme, seulement d'une femme qui avait survécu à des nuits dans des refuges et qui savait que parfois, quelques minutes pouvaient décider de toute une vie. Elle atteignit le niveau de service et entendit un léger cliquetis métallique, comme si quelqu'un retirait un panneau, et elle ne se précipita pas à l'intérieur. Elle recula d'un demi-pas, sortit son téléphone, commença à enregistrer, puis envoya un court message au numéro de l'assistant de sécurité qu'elle avait enregistré lorsqu'elle travaillait là-bas. 3 mots avec l'emplacement et une ligne indiquant qu'il y avait une violation d'identité. Verrouillez la porte de la crèche immédiatement. Elle s'approcha, faisant juste assez de bruit pour signaler sa présence, mais pas assez pour déclencher la panique et la violence. Et quand l'un des hommes se retourna, son regard était vide et froid. Belle parla d'une voix calme, comme quelqu'un habitué à faire face au danger, disant qu'elle avait appelé le gestionnaire de l'immeuble, que les caméras enregistraient, que les services sociaux surveillaient ce dossier et que s'il faisait du bruit, tout l'immeuble serait verrouillé. Il ne répondit pas. Il se contenta de s'avancer vers elle.
Mais à ce moment-là, une alarme interne retentit au loin. Ce n'était pas une alarme incendie, mais seulement l'alerte indiquant que la porte de la nurserie avait été ouverte avec un code erroné, et Belle courut comme si elle courait vers le feu, car Elliot était de l'autre côté. Elle arriva à la crèche à temps pour voir la porte entr'ouverte, une main qui se glissait à l'intérieur pour soulever le lit portable, et Belle ne se battit pas comme dans un film. Elle utilisa l'outil le plus simple et le plus impitoyable dont dispose un survivant. Elle a claqué le chariot d'équipement contre le cadre de la porte pour le coincer, créant ainsi un blocage rudimentaire mais efficace. Puis elle a attrapé Elliot en premier, l'a serré contre sa poitrine comme un bouclier vivant, et en même temps, elle a appuyé sur le bouton d'alarme d'urgence installé sous la table allongée par Carter après l'incident du clignotement. Un petit signal qui est allé directement à la salle de sécurité. Elliot a sursauté et s'est mis à pleurer, sa respiration s'accélérant comme si la panique revenait. Belle lui murmura une berceuse à l'oreille, forçant sa propre respiration à ralentir pour que son corps puisse suivre, les yeux rivés sur l'ombre, essayant de forcer le passage. Et dans ce bref et brutal instant, elle comprit qu'Hector Rivas s'était révélé en n'apparaissant pas du tout. Il avait seulement besoin du système pour ouvrir la porte. Il avait seulement besoin d'une faille pendant que Carter était pris dans la paperasse et les médias. Et si elle avait eu ne serait-ce que quelques minutes de retard, Elliot aurait disparu sans un seul coup de feu. L'alerte d'urgence venait à peine d'atteindre la salle de sécurité lorsque le téléphone de Carter Vale se mit à vibrer fortement dans la voiture. Ce n'était pas une sonnerie normale, mais le signal rouge réservé à une seule situation. Quelqu'un touchait à son fils et il réagit par réflexe, sans poser de questions, ordonnant simplement au chauffeur de changer de route tout en appelant l'équipe de protection la plus proche pour bloquer toutes les sorties du bâtiment. Lorsqu'il fit irruption dans le hall, les gardes étaient encore perplexes face à l'histoire de l'équipe technique, et Carter ne perdit pas de temps à leur expliquer. Il regarda droit devant lui, ordonna de verrouiller l'ascenseur de service, ordonna de sceller la sortie de secours du niveau inférieur, et reprit le contrôle du système entre les mains de ses hommes. Tout se passa rapidement et proprement, comme une opération chirurgicale. Pas de coup de feu, pas de cris, car il savait qu'un seul appel suffisait pour que la police se présente, et un seul rapport suffisait pour que les services sociaux remettent en question toute la vie d'Elliot. À l'étage, Belle Mercer serrait toujours Elliot contre sa poitrine, luttant pour empêcher la respiration du bébé de s'affaiblir, tandis que la porte coincée par le chariot d'équipement tremblait sous les coups de quelqu'un qui tentait de la forcer de l'extérieur. Une forte poussée fit que le bord métallique écorcha la main de Belle, lui fendant la peau et faisant couler du sang. Pas beaucoup, mais suffisamment douloureux pour qu'elle perde presque l'équilibre. Elle serra les mâchoires sans faire de bruit, serra Elliot contre elle et continua à murmurer la berceuse comme un dernier fil. Lorsque Carter apparut dans le couloir, personne n'entendit ses pas avant qu'il ne se tienne juste devant la porte. Son regard était si froid que l'air semblait plus dense, et il remarqua la fine traînée de sang sur la main de Belle avant toute autre chose. À cet instant, la discipline qui l'habitait se tendit jusqu'à presque se rompre. Mais il ne la laissa pas se rompre, car cela aurait signifié du bruit, de la folie, une erreur. Il fit signe à ses gardes de maintenir les angles de caméra, de bloquer la vue depuis le hall dans le couloir principal, puis s'avança et utilisa une clé mécanique au lieu d'un code électronique pour ouvrir une porte latérale et forcer l'intrus à entrer dans un coin aveugle où il n'y avait ni caméra ni témoin. Ce qui suivit se déroula en quelques secondes. Carter ne frappa pas sauvagement. Il frappa avec précision, avec juste assez de force pour empêcher l'autre homme de se relever et pour éviter toute scène sanglante. Un étranglement qui lui coupa le souffle sans lui briser le cou. Une torsion du poignet qui fit tomber le téléphone. Une poussée au sol qui l'assomma juste assez longtemps pour qu'il puisse être maîtrisé et traîné comme une marchandise. Pas de cris, pas d'armes à feu, seulement une violence contrôlée, celle que Carter avait appris à utiliser toute sa vie lorsqu'il fallait régler un problème sans laisser de traces. Il n'a pas demandé leur nom ni qui les avait envoyés à ce moment-là. Il a seulement ordonné qu'ils soient emmenés par la voie privée, remplacer les gardes, verrouiller toutes les portes à nouveau et donner une seule instruction. Personne n'a appelé la police. Personne n'a mentionné les services sociaux, car tout devait être réglé proprement à l'intérieur de la maison avant que le monde extérieur ne puisse atteindre Elliot par le biais de la paperasserie. Lorsque le couloir fut enfin calme, Carter se tourna vers Belle et la vit toujours crispée comme un mur mince, la main tremblante de douleur et d'avoir survécu à quelques minutes qui avaient décidé de la vie ou de la mort.
Il prit Elliot de ses bras dans les siens d'un mouvement rapide mais prudent, baissa les yeux et vit que sa respiration était encore rapide mais régulière, et il expira comme quelqu'un qui venait de refaire surface après avoir failli se noyer. Belle commença à dire qu'elle allait bien, mais Carter lui avait déjà saisi le poignet, fixant la déchirure et le sang, ses yeux s'assombrissant d'une manière qui n'était plus celle d'un chef de la mafia regardant un employé, mais celle d'un homme voyant le prix que quelqu'un d'autre avait payé à sa place. Il appela l'infirmière de la maison pour qu'elle s'en occupe rapidement. Désinfecter, panser, ne rien laisser qui puisse être signalé. Tout devait être propre et calme, comme il le faisait toujours. Belle ne pleura pas. Elle se contenta d'observer Elliot dans les bras de Carter et vit le bébé commencer à se calmer, comme si la berceuse qu'elle venait de lui chanter résonnait encore dans sa mémoire. Et elle remarqua quelque chose d'étrange, que Carter apprenait lui aussi à rester silencieux. Non pas pour paraître fort, mais pour que son fils puisse vivre. Carter remit Elliot dans son berceau, vérifia l'auto-injecteur d'urgence, vérifia les serrures des portes, puis regarda Belle longuement, la voix basse et rauque comme s'il avait avalé de la glace, disant qu'il avait eu tort de penser que renforcer la sécurité suffisait, que la structure de risque de sa vie continuait de peser sur son fils comme une ombre. Et s'il ne changeait pas radicalement, s'il ne se contentait pas d'éliminer un intrus, mais s'il ne supprimait pas la façon dont son monde continuait à attirer le danger, alors il perdrait Elliot et il perdrait Belle pour toujours. Non pas parce qu'elle ne voulait pas rester, mais parce qu'il n'aurait pas le droit de demander à quiconque de rester dans la tempête qu'il avait lui-même créée. Après que l'intrusion eût été réprimée en silence, Carter Vale n'avait plus assez confiance pour se fier au mur blindé. Il comprit que ce que le DCFS craignait le plus n'était pas un incident bruyant. C'était une structure dangereuse qui pouvait se répéter, et s'il voulait garder Elliot, il devait gagner par le seul moyen qui lui semblait absurde, la paperasse, les horaires et les changements vérifiables. L'examen final a eu lieu dans le comté de Cook, dans une salle d'audience pour mineurs, lumineuse et froide. Aucun objectif de presse n'était présent, car le dossier de l'enfant avait été scellé conformément à la réglementation, mais l'atmosphère restait tendue, comme une corde tendue. Jordan Kim était assis en face, avec un dossier épais, l'expression neutre, mais déterminée. Jordan a exposé clairement les conditions. Une parentalité sûre ne reposait pas sur des promesses. Elle reposait sur un plan de sécurité signé, un système surveillé, une liste d'entrées fixe, un plan de soins médicaux et d'allergies mis à jour, des rendez-vous de suivi respectés et, surtout, la stabilité du personnel soignant. Comme Elliot avait montré des réactions de panique lorsque son environnement changeait et qu'il avait déjà subi un grave problème médical, Jordan exigeait une thérapie supplémentaire axée sur l'attachement pour l'enfant et un accompagnement psychologique pour le personnel soignant. Il a exigé des contrôles périodiques et a souligné que tout signe de violence bruyante ou de va-et-vient incontrôlé d'étrangers entraînerait une intervention plus approfondie. Carter était assis bien droit, dans un costume impeccable, mais ses yeux trahissaient la fatigue d'un homme contraint de faire face aux conséquences. Il n'a pas nié le risque. Il n'a pas tenu de grands discours. Il a présenté un calendrier précis. Le plan de sécurité a été mis à jour après l'incident. La liste des personnes autorisées à accéder à Elliot. Les codes des portes ont été changés à tour de rôle. Le contrat légal de Belle Mercé en tant que soignante. Les dossiers médicaux du Dr Simone Patel et un tableau de suivi des habitudes que Belle avait créé et qui avait été standardisé dans un document de soins. Tout était estampillé de l'heure et des signatures. Lorsque Jordan a posé la question la plus difficile, à savoir ce qu'il ferait pour empêcher la structure dangereuse de revenir, Carter est resté silencieux pendant quelques instants, puis a déclaré qu'il acceptait de supprimer une partie des activités dangereuses de sa vie publique. Il avait restructuré les circuits de transactions, transféré certaines opérations vers des canaux légaux, s'était éloigné des points chauds susceptibles de déclencher des troubles près du domicile d'Elliot, et il l'avait prouvé avec un nouveau calendrier de travail réduisant sa présence dans les lieux à haut risque, avec des délégations claires par écrit à d'autres responsables. Il n'avait donc plus à être l'épicentre attirant les tempêtes vers son fils. Jordan ne semblait pas impressionné. Il vérifia la cohérence. Il demanda qui contrôlait la conformité, qui était responsable en cas de déviation, et Carter répondit en citant des spécialistes avec des calendriers d'inspection et des engagements que le système pouvait vérifier. Belle était présente en tant qu'aide-soignante sous contrat, sa main encore marquée par un pansement effacé comme un souvenir. Elle répondit calmement au sujet du rythme quotidien d'Elliot,
ses signes de panique et les méthodes qui le calmaient, comment elle respectait toujours le plan de sécurité et comment son droit de partir avait été inscrit dans le contrat, ce qui, paradoxalement, renforçait la confiance de Jordan, car personne maintenu par la peur ne pouvait rester par choix et par responsabilité. En ce qui concerne les preuves de l'attaque médiatique et la fuite, l'avocat de Carter a présenté des données originales, des photos non retouchées, les journaux d'accès à la caméra, les traces de ceux qui avaient téléchargé la séquence du couloir, les chaînes de paiement par des intermédiaires menant aux sources de financement de Trent Walsh et les contacts indirects avec Veronica Sloan. Il ne s'agissait pas d'accusations émotionnelles, mais d'une chronologie de reçus, de messages et de comptes rendus de réunions suffisants pour exposer la stratégie douce et toxique. Lorsque le nom de Veronica a été prononcé, Margot Vale, assise derrière eux, a tressailli car elle comprenait que le jeu à l'intérieur de la maison avait échappé à son contrôle. Et Carter n'a pas regardé sa mère. Il a regardé le juge et Jordan et a dit qu'il ne demandait pas de pitié. Il demandait une chance d'assumer ses responsabilités de la bonne manière et qu'il protégerait son fils de ses ennemis et des erreurs commises au sein de sa propre famille. Jordan a conclu d'une voix ferme que le DCFS accepterait le plan si toutes les conditions étaient maintenues. Une surveillance périodique a été mise en place, la thérapie a été menée à bien, et la personne chargée de s'occuper de l'enfant est restée stable plutôt que d'être remplacée sur un coup de tête, car un petit enfant ne pouvait pas survivre aux guerres de pouvoir entre adultes. À la fin de l'examen, Carter serra la pile de papier comme s'il tenait quelque chose qu'il avait autrefois méprisé. Bell entra dans le couloir du palais de justice, écoutant les échos des pas sur la pierre, réalisant pour la première fois que ce qui pouvait garder Ellie à la maison n'était pas un mur ou une arme, mais une structure claire écrite en mots où la vérité avait des traces et les mensonges laissaient des traces. Après l'examen final, Chicago resta aussi froide que jamais, le vent balayant toujours les gratte-ciel, comme pour rappeler que cette ville ne dormait jamais vraiment. Mais à l'intérieur du penthouse de Carter, la chose la plus effrayante avait changé de forme. Ce n'étaient plus les sirènes à l'extérieur ou les noms qui se déplaçaient dans l'obscurité. C'était la question qu'il se posait chaque matin. Avait-il fait assez de bien aujourd'hui pour que son fils puisse être en paix? Carter ne fit pas de demande en mariage spectaculaire et n'utilisa pas de bague pour transformer tout cela en conte de fées, car il comprenait que Belle Mercer n'avait pas besoin d'être choisie par le glamour. Elle avait besoin d'être respectée à travers une structure, des limites, une liberté qui fonctionnait réellement. Un soir, après qu'Elliot se fut endormi, Carter a placé une fine pile de papier devant Belle, fine mais lourde. Ce n'était pas un contrat contraignant, mais un engagement clairement rédigé stipulant que Belle avait le droit de partir à tout moment. Sans condition, sans surveillance, aucune menace, aucune obligation de lui être redevable, ainsi qu'un plan de sécurité à long terme, avec une liste d'entrées fixe, des horaires de thérapie et de suivi, des procédures actualisées en matière d'allergie, des contrôles périodiques exigés par le DCFS et même des changements dans la vie professionnelle de Carter, afin que la structure de risque ne ramène pas de nouveau des tempêtes vers Elliot. Il n'a pas dit grand-chose, seulement qu'il ne garderait personne par peur et qu'il ne promettait pas de devenir un homme doux. Il promettait seulement de contrôler son pouvoir avec conscience, car il avait vu à quel point son fils avait failli perdre son souffle et il avait vu Belle saigner alors qu'elle se tenait entre une porte et un enfant. Belle lut chaque ligne sans se précipiter, puis regarda Carter et comprit que ce qui la touchait n'était ni la richesse ni le pouvoir. C'était le fait qu'un homme formé pour commander avait appris à mettre la liberté d'autrui par écrit, comme si sa liberté comptait autant que l'existence de son enfant. Belle choisit de rester, non pas pour l'argent, ni par peur, mais parce qu'Elliot avait désormais un vrai foyer, un emploi du temps qui ne serait pas bouleversé par le chaos, et parce que dans ce foyer, elle n'était plus traitée comme une étrangère, tolérée en marge. Elle était respectée en tant qu'être humain ayant le droit de décider de sa propre vie. Cette nuit-là, derrière la vitre épaisse, Chicago était froide et lointaine, et à l'intérieur, Elliot respirait régulièrement dans son sommeil. Carter resta assise plus longtemps qu'auparavant. Belle fredonna la berceuse si doucement qu'elle n'était destinée qu'à la pièce, et la chaleur n'arriva pas comme par magie. Elle vint lentement, régulièrement, comme une maison reconstruite à partir de la discipline, de la vérité et du courage de choisir ce qui est juste, même si cela a un coût. La leçon de cette histoire est peut-être que la sécurité n'est pas un mur élevé.
Ce sont des limites claires, une responsabilité qui a fait ses preuves, la volonté de changer pour protéger ce que l'on aime, et que la véritable gentillesse n'a pas besoin d'être bruyante. Elle doit seulement être ponctuelle et gratuite, comme l'a été Belle alors que tout le monde exigeait 20 000 $ pour s'occuper de l'enfant de Carter. Et elle a choisi de le faire gratuitement pour un petit souffle. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez, afin que nous ayons la motivation de vous proposer chaque jour des histoires encore plus captivantes. Qu'avez-vous pensé du parcours de Carter et Belle? Et qu'est-ce que cela vous a inspiré dans votre propre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires afin que nous puissions entendre ce qui se trouve au plus profond de votre cœur. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.